Bonjour, je m'appelle Samé Léon, je suis originaire du Berry, j'habite Pouligny-Saint-Pierre depuis 2021. J'ai également vécu à Tours pour mes études de psychologie, puis dans l'Eure-et-Loir. J'écris depuis l'âge de 12-13 ans, d'abord des aphorismes, pensées sur la vie, la mort, etc., et puis des poèmes. C'est le roman Le Lion de Joseph Kessel, à l'âge de 14 ans, qui m'a donné le goût de lire, car il m'a totalement permis de m'identifier à cette petite fille qui allait trouver refuge auprès d'un lion. J'ai participé à mon premier concours à l'âge de 19 ans et j'ai remporté la première mention en poésie classique. Alors je vais vous lire En fait, c'est 3 poèmes que j'ai écrits pour ce concours. Musique. Déjà, ce mot glisse au fond de ma gorge et fait frissonner mon oreille, fond sur ma langue comme un sucre d'orge, avec presque un goût de groseille. C'est grâce à toi que mon esprit se forge, par tes symphonies, tes merveilles. Tu viens du bec des pinsons, des rouges-gorges, aussi des ailes des abeilles. Liberté. Ô liberté, tu nous ouvres tes ailes pour nous envelopper d'une housse de velours. Alors nous volons vers de nouveaux horizons, pour nous abandonner à cette floraison. Mais n'abusons pas de notre blanche colombe, elle deviendrait dangereuse comme une bombe. La volupté s'évanouirait et laisserait la place aux ténèbres, l'ennemi de la paix. Poésie. Des vers, des pieds, des quatrains, tes mots nous rendent sereins. Les mystiches à l'alexandrin, cela fait toujours très bien. Le monde apparaît plus vrai aux humains qui n'existaient que dans leur ombre sans raie de lumière, espoir, de paix. Alors, vers 2006, je me suis inscrite sur des ateliers d'écriture sur le net et cela m'a permis d'améliorer ma grammaire, ma conjugaison, en apprenant des livres comme le français correct pour les nuls et le Becherel. J'ai également testé l'atelier d'écriture en présentiel afin de vérifier si j'étais capable d'écrire devant des gens et en un temps imparti. En 2007, j'ai remporté la première place régionale d'un concours organisé par la Poste et pour lequel il fallait écrire un poème pour la Saint-Valentin. Donc ça, c'est le poème que j'avais écrit. Ma tendre moitié, j'ai bataillé durement afin que tu sois mien, épuisant mon ardeur pour que tu m'aimes enfin. De mes yeux, tant de pleurs se sont écoulés, car je pensais par trop t'aimer. Je t'admire, toi, mon homme, mon militaire. Le chemin qui t'a conduit jusqu'à moi, tu l'as foulé comme allant au combat. De toi, je suis extrêmement fière. Que dire de plus sinon je t'aime, conjugué à ta seule personne et à tous les temps? Te le murmurer, te le susurrer, en faire un poème, ou te le chanter, le pourrais-je seulement? Je connais une bien meilleure manière, celle de te faire admirer le visage de l'amour, en te guidant jusqu'au firmament de sa lumière, comme on gravit les marches d'une tour. Je verrai ton regard s'adoucir sous l'incroyable clarté, dont aucun œil ne peut supporter la brillance, et là je saurai que j'ai triomphé, même si rien jamais n'est gagné d'avance. L'amour, à l'image d'une fleur fragile, a besoin de chaleur et de pluie, des baisers de soleil qui la rendront docile, et des larmes de joie pour qu'elle soit épanouie. Avec une amie, notre nouvelle, Simon Berry t'était compté, est arrivée 11e sur plus de 200 participants lors d'un concours sur le thème du voyage. De 2010 à 2012, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai proposé mes créations artistiques, pastel tendre, crochet, poterie. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs expositions de mes pastels consacrées aux étangs de la Brenne, aux fleurs. Avec mon binôme ici présent, nous proposons des expositions musicales, c'est-à-dire que je peins des acryliques sur ces musiques, ou parfois c'est lui qui fait des musiques inspirées de mes toiles. Parfois aussi, nous travaillons conjointement sur un thème ou un terme qui nous plaît.
Nous avons proposé une exposition musicale fin avril à Pouligny-Saint-Pierre. Et comme l'accueil des gens a été très favorable, nous avons prévu de recommencer chaque année à la même période, avec une nouvelle exposition à chaque fois. Vous pouvez découvrir ce que l'on fait sur notre chaîne YouTube intitulée Gossam Peinture Musique. Pour ma part, le 31 janvier dernier, j'ai publié mon premier roman, Les mythes dans le placard, aux éditions La Route de la Soie. C'est un roman que j'ai écrit de 2008 à 2009. Cela m'a pris 9 mois environ pour aller au bout, contrairement aux 3 autres romans que j'ai entamés et que je n'ai pas soit terminés, soit retravaillés. Les mythes dans le placard parlent d'emprise mentale, de violence infantile à travers les thèmes basiques que sont la vie, la mort, l'amour, l'amitié, etc. On y trouve aussi des interrogations sur le Père Noël, l'histoire, la politique, la télévision, les sectes. Mon personnage principal est un garçon qui va grandir dans une famille où il va subir du dénigrement à travers des phrases en apparence anodines, mais qui vont à la longue impacter ses choix professionnels et amoureux. Nous verrons de quelle façon et s'il va se tirer d'affaire et comment. C'est donc aux éditions La Route de la Soie que j'ai confié mon manuscrit qui a été préservé dans son intégralité. C'est grâce à la chaîne YouTube Méta de Choc, créée et animée par Elisabeth Fetty, que j'ai découvert cette maison d'édition. Alors, Méta de Choc, c'est une émission de métacognition appliquée à soi-même, c'est-à-dire pourquoi je pense ce que je pense, sur des sujets tels que la spiritualité New Age, l'ostéopathie, le militantisme, l'éducation positive, la psychanalyse, etc. En recevant des experts ou des personnes qui viennent témoigner. Et certaines de ces interviews ont été publiées sous format papier par La Route de la Soie. Cette maison d'édition a vu le jour en 2017 et a été fondée par Sonia Bressler, docteur en philosophie et épistémologie. La Route de la Soie, elle connaît bien pour en avoir parcouru 8000 km. C'est grâce aux cours qu'elle donne à l'université qu'elle peut financer l'impression des livres qu'elle publie et qui bénéficie du même service de distribution que Gallimard, c'est-à-dire que vous pouvez vous procurer les ouvrages, essais, romans, recueils de poésie, pièces de théâtre, partout en librairie et sur les plateformes telles qu'Amazon, Fnac, Cultura, etc. Il est toutefois préférable de commander directement sur le site de la maison d'édition. Il faut savoir également que les livres sont imprimés à la demande pour des raisons écologiques. J'ai grandement apprécié l'éthique de cette maison d'édition, axée sur le culturel et l'artistique. Elle a à cœur de faire se rencontrer les cultures, comme La Route de la Soie permettait les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Et Sonia Bressler est également présidente de l'AFDU, AFFDU, Association française des femmes diplômées des universités, qui a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. Et dans le collectif diplômé d'avril 2023, consacré au bonheur, j'ai eu l'occasion de contribuer à travers mes cogitations sur le bonheur. Voilà. Donc, et ça, il y en a 4 qui sortent par an, des collectifs. Il y a sur l'identité, le corps, le couple, voilà. Donc il y a des femmes qui participent, il y a des participations sur, il y a des psychologues, des philosophes, des artistes, donc c'est assez hétéroclite en fait. C'est le bonheur abordé sous différents par différents domaines en fait. Et donc, avant de vous présenter mon roman, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Facebook Sam et Léon officiel et sur ma chaîne YouTube du côté de chez Sam 2703 où je partage certaines de mes chansons, des poèmes mis en musique et des chroniques littéraires que certains livres m'ont inspiré et que je lis dans un coin de la nature. Mais commençons par le commencement, les mythes dans le placard. Alors donc, ça commence par un prologue où il y a un parallèle entre mythe, M-Y-T-H-E-S, et mythe, M-I-T-E-S. Voilà. Et donc, je vais vous lire le chapitre 1 qui s'intitule « À l'origine ». J'ai toujours eu besoin de tout comprendre.
Observer, explorer, chercher en profondeur. Une nécessité, même si cela risquait de m'anéantir. Mon décortiquage avait d'abord concerné mes jouets, objet le plus facilement accessible, puisque supposé m'appartenir. Construire, détruire, remonter, démonter, inlassablement. Je me souviens que vers 2 ans, j'entassais mes Legos, les uns sur les autres, le plus haut possible, afin d'atteindre des sommets vertigineux. Je m'imaginais être une fourmi se hissant jusqu'à la cime. Je sentais alors une apesanteur me soulever de terre, en même temps qu'un frisson de frayeur chatouillait ma nuque. Puis ma tour s'écroulait. Cet ensemble qui, la seconde auparavant, ne faisait qu'un, se morcelait sous mes yeux en se divisant en une myriade de fragments multicolores. Je recommençais, en prenant garde à ce que les cubes soient empilés dans le prolongement parfait les uns des autres. Toutefois, le résultat était le même. J'avais la sensation qu'un peu de moi-même périssait aussi. Apprentissage douloureux, ô combien bénéfique de la frustration. Je compris très vite que je pouvais être celui qui renverse, à l'instar de cette force invisible qui intervenait. Là, ce n'était plus la main divine, mais la mienne qui jouait les avions kamikazes. Bang, en plein dans le mille. Je ressentais une jouissance inépuisable à massacrer ce que je venais de bâtir. Cette tour, ce n'était plus moi. Elle m'était totalement distincte. Peu à peu, je réalisais qu'il est plus laborieux de construire que de détruire. Construire demande de la patience, de la concentration, de l'investissement. Détruire se résume en une explosion. Quelques années plus tard, âgé de 6 ans, je déboîtais le bras de mon Superman en plastique, ce qui me valut une engueulade homérique de la part de mon père, parce que je ne parvenais pas à le replacer, lui non plus d'ailleurs. Le super-héros, devenu manchot, dégringolait de son piédestal. Il me fallait des objets que je puisse démanteler et remonter. Je commençais avec les stylos à billes, ceux au corps transparent, qui exhibent ce qu'ils ont dans le ventre. Après avoir retiré le goupillon et le bouchon indiquant la couleur de l'encre, je glissais, hors du cylindre rigide à section hexagonale, le tube souple contenant le liquide avec, à l'une de ses extrémités, sa tête conique de laiton, contenant la fameuse bille à rotation qui déverse son sépia au contact de la feuille. Pas de grosse surprise, mais l'avantage de le remettre en état très rapidement et très facilement. Je passais la vitesse supérieure en optant pour des stylos à la pointe rétractable. Les corps opaques ne dévoilaient rien de leur intérieur, amplifiant mon excitation qui ne demandait qu'à être comblée par la visualisation de la complexité du mécanisme. Ressort, anneau de ferraille. Néanmoins, c'était de la bagatelle comparée à l'ingéniosité du rouage des montres. J'étais ébahie devant les aiguilles disloquées de leur socle, ne trottant plus, soumise à ma seule volonté. Ces petits plateaux sur lesquels gisaient de minuscules roues que des ressorts miniatures faisaient normalement tourner. J'eus tout le loisir de les contempler, de nombreuses années durant, car, une fois éventrée, je ne pus jamais reconstituer la dite montre. Afin de rafistoler chaque élément, j'empruntais la pince à épiler de ma mère qui, s'interrogeant sur l'utilité que je pouvais bien en tirer, m'en servais-je pour débroussailler mes sourcils, qu'elle inspectait d'un air contrarié quand je lui rendais son ustensile, la réclamait à grand renfort de braillements. En revanche, le tic-tac était en berne. Le temps demeurait à jamais suspendu dans le gosier de ma montre de communion. Je n'avais aucun plan sur lequel me baser, aucune personne pour me conseiller. Alors je fus obligée d'évoquer la perte pure et simple de mon bijou. Mes parents me traitèrent de tête en l'air, me spécifiant qu'un jour, je la perdrais pour sûr.
Si j'avais avoué la vérité, j'aurais encore porté cette étiquette de brise-fer. Au moins, ça me changeait de label. Qu'avais-je besoin de trifouiller ainsi les choses? Mes parents n'y voyaient qu'un plaisir sadique de casser. Comme si j'avais eu le désir malsain de bousiller ces jouets qui avaient coûté si cher. Me venger de ce qu'ils ne m'aimaient pas assez, ou prélude au sempiternel refrain d'adolescence, vous n'aviez qu'à pas me faire. Si généralement ce goût pour la destruction se raréfie pour finir par s'apaiser totalement en grandissant, en ce qui me concerne, il est allé croissant. Mon incursion au cœur même des matériaux enfla et aurait pu s'étendre aux animaux. La dissection d'un batracien en cours de biologie au collège m'en dissuada définitivement. Nous étions organisés en groupe de 2 à 3 élèves, assis sur de hauts tabourets devant un zin recouvert de carrelage blanc. Le professeur distribua à chacun une grenouille vivante que nous épinglâmes afin de la maintenir immobile. Puis, à l'aide du bistouri, nous découpâmes la peau moite de son ventre et observâmes l'intérieur de son organisme. C'était fascinant et répugnant à la fois. Je ne pouvais m'empêcher de me mettre à la place de cette bête inoffensive, crucifiée au nom du programme scolaire. Je ressentais la souffrance qui, sans l'ombre d'un doute, était la sienne. Au stylo et aux montres, j'étais sûre de n'administrer aucune douleur. Là, je culpabilisais, et m'interroger sur le bien-fondé d'une telle action ne me soulageait nullement. Découvrir ainsi le mystère de la vie, cette petite poire qui se presse automatiquement, l'épaississait davantage. Durant cette séance de boucherie amphibienne, je m'étais retenue de vomir devant les copains qui auraient sauté sur l'occasion pour m'infliger une honte inoubliable. Cela m'avait irrévocablement scié l'envie de réitérer toute exploration concrète dans la viscosité des viscères. Je préférais m'en tenir à la nébulosité d'une machinerie perceptible par des sens occultes que je semblais détenir en ma possession. Alors je triturais, je farfouillais, je tripatouillais les idées, les comportements humains, à la manière du garagiste qui fourre ses mains dans le cambouis, puis, par extension, le fonctionnement de notre système de pensée. Alors après, il va expliquer en fait les fameux mythes. Donc il va y en avoir un sur la mort, il va y en avoir un par rapport au corps et la sexualité, et donc il y en a un par rapport au Père Noël. Chapitre 9, en finir avec le Père Noël. Si le premier mythe auquel je fus confrontée touchait au corps, le deuxième visait mes rêves, une autre part intime de ma personnalité. Comme tous les enfants, j'attendais Noël avec impatience. Dès le mois d'octobre, j'étais surexcitée. Pas seulement à cause des cadeaux que le gros bonhomme rouge allait m'apporter, mais aussi et surtout en raison des préparatifs de l'événement. La décoration du sapin et de la maisonnée, les invitations au réveillon, avec dans leur sillage son traîneau d'effluves de bois, d'épines et de clémentines, ainsi que sa farandole de couleurs. Rouge, vert, or, Noël était une saison. Un véritable climat d'euphorie régnait dans l'habitation, à l'école, dans les rues, en tout lieu. Les années passant, Noël constitua un repère dans ma vie d'enfant. Autour de moi, à cette époque-là, tout le monde respectait les mêmes rituels. Néanmoins, cette répétition n'était en rien monotone. Au contraire, ces gestes me rassuraient. Et je les accueillais avec émotion, puisqu'ils me prouvaient que la terre tournait toujours dans le bon sens, que l'existence suivait son cours, ritournelle d'une toupie. Vers 6 ans, j'en déduisis donc que rien ne pourrait altérer la venue de ces jours heureux, qu'ils reviendraient toujours, fidèles, identiques, persistants comme le résineux. Et chaque année, ma joie à l'approche des festivités ne se démentait pas. Quelle effervescence le soir du réveillon, lorsque nous recevions mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines. Une vingtaine de personnes. C'était la fête. Le déballage du précieux service en porcelaine, de la nourriture raffinée que ma mère cuisinait elle-même,
des cascades de fruits de mer, de foie gras et autres entrées appétissantes, la traditionnelle dinde dodue et son assortiment de marrons, et pour finir, la fameuse marquise au chocolat que ma marraine avait pour habitude de réclamer, sans oublier la salade et le copieux plateau de fromage. Un succulent festin. C'était Versailles en notre modeste demeure campagnarde. Et ça parlait, et ça riait, et nous, les enfants, nous chahutions, nous courions autour de la table pour digérer chaque bouchée et dégourdir nos gambettes ankylosées par l'immobilité imposée, alors qu'elles étaient boulimiques d'activité, malgré l'heure tardive. Ah, ce que j'aimais ces rassemblements conviviaux, pendant lesquels je me saoulais des lumières clignotantes des guirlandes du sapin, ce raffut de joyeux désordre, ces fumées d'agapes déversées sur les nappes qui perdaient, sans préliminaire, leur virginité dès que nous commencions à manger, surtout de notre côté, et spécialement pendant le dessert. Nos frimousses n'étaient plus celles d'enfants de cœur mis sur leur 31 pour l'occasion. Dentelles et soie pour les filles, chemises et pantalons de velours pour les garçons. Les tissus étaient froissés, les cheveux ébouriffés, les manches et les jupes relevées, les chaussures vernies expédiées à l'autre coin de la salle à manger. Même nos parents se débraillaient. Les cols étaient ouverts, les boutons défaits, les bedons repus avaient besoin d'espace. Notre bonheur s'épandait au-delà de nos vêtements, au-delà de notre corps, en une rougeur joufflue qui débordait de nos yeux. Les paupières se fermaient, autant de plaisir que sous l'appel du sommeil. Le bonheur fatigue vite. Brutalement, la terre, aussi estomaquée que moi, s'arrêta. Et dans un élan désespéré, désorienté, elle reprit sa route, en sens inverse. La terre avait perdu la boule, et moi je ne comprenais plus rien. Mes parents et mes tantes et oncles s'étaient disputés. Mon père prétextait qu'ils avaient profité de lui et de son argent. Ma mère en avait assez que ma marraine se mêlât de ses affaires. L'amplitude de ma déception culmina aussi haut que la force de ma certitude. J'étais persuadée que Noël demeurerait toujours pareil, et je m'apercevais qu'il n'en était rien. À 10 ans, Noël n'eut plus les mêmes couleurs. C'était toujours du rouge, du vert et de l'or, mais leur éclat s'était fané, ridé, terni par la tristesse qui m'étreignait et déteignait sur les endroits où mes pupilles se posaient. À cette époque, un autre cataclysme eut au fait de m'achever. Le Père Noël n'existait pas. Il est vrai que je n'étais pas bien précoce pour croire encore, à mon âge, à ce joli conte. Pourtant, j'avais canalisé mon énergie pour ne pas le savoir, pour être mise au courant le plus tard possible. Pas que j'ai eu peur de ne plus être gâtée, comme dans certaines familles, où connaître le secret allait de pair avec des souliers vides. J'avais reculé au maximum l'échéance. Néanmoins, il était l'heure pour moi d'ouvrir les yeux. Le choc fut rude, car de père, j'en avais un cruel besoin. Pour Noël et sa magie, rien ne changerait. Mes cadeaux m'attendraient toujours le 25 au matin au pied du sapin. Mais savoir que ce Père Noël était bidon, cela me paraissait odieux. Un mensonge des adultes pour soumettre les enfants. Si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Et apprendre que mes parents étaient les donateurs de tous les paquets que j'avais reçus rendait ma hâte amère. Ils m'avaient menti. Jusque-là, Noël n'avait pas été qu'une gentille histoire qu'on relate aux enfants. J'avais réellement imaginé un autre monde, là où vit le Père Noël entouré de ses lutins. Une grande forêt enneigée au milieu de laquelle une immense chaumière usine toute l'année afin de confectionner gracieusement les jouets dont la liste était envoyée par les enfants avec son système de tri postal pour organiser sérieusement la distribution auprès de ceux qui avaient été sages et même de ceux qui n'avaient pas été. Cette générosité n'était donc qu'un leurre. Certains enfants ne recevaient alors rien, car leurs parents trop pauvres. L'injustice me giflait au passage. Une avalanche de désillusions s'abattit sur moi cet hiver-là. Mes rêves d'enfant furent catapultés et aussitôt remplacés par une image,
qui date de plus de 20 ans, mais de laquelle je me souviens comme si je l'avais fixée la veille. Mon père, ma mère et moi avions passé un Noël ennuyeux, éteint les cris des cousins et les conversations animées des oncles et tantes. Les programmes télévisés avaient supplanté le silence de cette morne soirée. Au moment d'aller au lit, j'étais redescendue pour embrasser ma mère. Là, dans le couloir, un courant d'air soulève le rideau de la porte d'entrée, d'où un homme, en cagoule kaki, jaillit, les bras chargés de paquets colorés. La célébrité du Père Noël vole en éclats avec les pans rouges sang du tissu, telle la muleta de ce torero inconnu. Le légendaire vieux bonhomme est terrassé et agonise au fond de mon cœur. Tirez le rideau, il n'y a plus rien à voir. Le Père Noël est-il cette caricature militaire ? Je comprends vite que l'intrus n'est autre que mon père, et je préférerais un Père Noël en treillis que pas de Père Noël du tout. Je ne dis rien, je monte me coucher. 4 ans plus tard, pendant un de nos sinistres réveillons, je repensais à ce que ma mère avait déclaré quelques semaines auparavant à l'une de mes tantes qu'elle continuait à fréquenter. Je préfère que mon fils fume devant moi plutôt que de fumer n'importe quoi en cachette. Encouragée par la confiance qu'un petit apéritif avait grisé, je prévins ma mère que j'avais une faveur à lui demander en fin de repas. Obnubilée par cette chose que j'avais à quémander, à retourner ma sollicitation dans tous les sens afin de la formuler le plus clairement possible, le dîner passa très vite. Enfin, ma mère se leva de table pour aller chercher le dessert dans la cuisine. Je la suivis. Devant le frigidaire, je lui exposai mon souhait. « Tu as dit l'autre jour que tu préférais que je fume devant toi plutôt que dans ton dos. Voilà. Est-ce que je peux prendre une cigarette après le dessert ?» Ma mère rattrapa le gâteau glacé, fit claquer la porte du compartiment congélateur et retourna, telle une furie, à table. On aurait pu croire que la glace avait attrapé un coup de chaud et qu'elle était en train de fondre. Alors la véritable raison éclata vivement dans l'air. « Toi, tu oses me demander de fumer ? Toi, t'abaisser à la même chose que les autres que tu critiquais il n'y a pas si longtemps ? Je me souviens que tu disais même « le tabac ça pue et c'est trop nul !» déclama-t-elle en essayant d'imiter ma voix qui était en pleine mue, le dessert tournoyant au-dessus de nos têtes, au gré de la tempête déchaînée par ma mère et pointée vers moi lorsqu'elle scandait ses toits accusateurs. En plus d'être privée de cigarette, je n'aurais pas non plus de glace, mon mets favori, si ma mère ne se décidait pas à poser la boîte sur la table. Mon père regardait la danse endiablée du vacherin, puis dirigea son attention vers la télévision. Comme d'habitude, il n'avait rien à dire. D'ailleurs, qu'aurait-il eu à ajouter, lui qui fumait autant qu'une raffinerie ? Nous pûmes tout de même manger notre part de gâteau, quelque peu secoué par son raid aérien, accompagné du téléviseur qui recouvrait la gêne occasionnée par cet énième affrontement entre ma mère et moi. Il ne neigea plus par la fenêtre de Noël. Le paysage demeurait pareil à ceux des autres jours, rien de particulier. Terminée l'euphorie des années écoulées. Mon cœur était de glace. J'ai eu bien froid, mes sentiments givrés, et aucune flamme auprès de laquelle les revigorer. Alors ensuite, il va grandir et donc il va devoir partir à Tours faire ses études. Et c'est là qu'il va découvrir les jeux de rôle. Chapitre 17, les jeux de rôle. Si jusque-là, j'avais été un élève assidu, je n'en faisais désormais plus qu'à ma tête. J'assistais aux cours qui me passionnaient, les travaux pratiques en l'occurrence, où nous faisions des expériences. Les cours théoriques retenaient moins mon attention. J'y participais de plus en plus rarement, surtout depuis que j'avais besoin de dormir le jour pour compenser un manque de sommeil dû à mes pérégrinations nocturnes. Toutes les nuits, j'effectuais de longs périples à travers le temps, sans l'aide des élucubrations de mon père. Je respectais malgré tout les recommandations de ma mère, en ne traînant pas par monts et par vaux à travers la grande ville de Tours, puisque je connaissais 1000 aventures, en ne bougeant pas de ma place.
j'étais devenu un adepte des jeux de rôle. Cette activité m'était totalement inconnue avant d'arriver dans cette cité universitaire. C'est Simon, mon voisin de chambre, qui m'y convia. J'étais curieux de voir en quoi cela consistait, parce qu'a priori, à son écoute, ce divertissement n'avait rien de subjugant. Par la suite, je comprendrai que Simon était un jeune homme plutôt timide, qui ne s'enthousiasmait guère facilement. Néanmoins, n'ayant rien de mieux à faire, sinon regarder la télévision, le programme déterminé d'avance, alors que j'aimais zapper, passer d'une chaîne à l'autre, ce qui aurait irrité l'assemblée, je décidai d'aller faire un tour dans la salle réservée aux jeux de rôle. C'était un grand espace aux murs blancs gras de jambon, un blanc huileux, sale. Au centre de la pièce trônait une table ovale, couleur beige, au milieu de laquelle était réparti un plateau, et des dés de toutes les couleurs et de toutes les formes. Je n'en avais jamais autant vu, ne sachant pas qu'il en existait une telle variété, à part le traditionnel cube à 6 faces. On aurait dit des berlingots. Des feuilles, des crayons de papier et des gommes, ainsi que des pots de yaourt en verre, vides, et des coquilles Saint-Jacques, en guise de cendrier, étaient disposées sur la surface plane. Des chaises dépareillées, rouges, jaunes, bleues, les mêmes que celles de la salle télé, entouraient la table et attendaient que des fessiers viennent s'y poser. Une cafetière, dans un coin de la salle, fumait comme une locomotive et répandait une odeur suave. Dès que j'entrai, Simon, qui m'avait aperçu, s'approcha de moi, un sourire aux lèvres, sans doute heureux de ma présence. Il me présenta à ses camarades. Nous étions 8. Je me demandais si nous étions suffisamment nombreux. En fait, 7 seulement d'entre nous participeraient, le 8e incarnant le maître de jeu ou meugeux de son surnom. Il se plaçait en bout de table et supervisait le bon déroulement des opérations. De lui dépendaient les situations dans lesquelles nous serions plongés en plein Moyen-Âge. D'abord, il me fallait établir la fiche de mon personnage. Suivant le score que j'obtiendrais avec les dés, je serais humain, nain, troll, orc. Le hasard me désigna elfe. Il fallait ensuite tirer au sort ma classe ou mon métier. Mage, guerrier, paladin, barde, ce fut chasseur. Pour finir, je lançai une dernière fois les dés afin de connaître mon niveau dans chacune des capacités du personnage. Des points étaient ajoutés ou retirés, bonus ou malus, selon la compétence par rapport à la race. Un elfe a une dextérité plus grande que celle d'un orc, chaque espèce possédant des talents et des lacunes. Avec les 6 autres joueurs, nous formions une équipe et devions combattre une guilde de voleurs. Se trouveraient également sur notre passage des zombies, des dragons, des beholders. Nous avions des armes pour nous défendre. Hallebardes, cimeterres, dagues et des pouvoirs magiques. Traits de l'ombre, pluie de glace, boule de feu, pour contrer ces ignobles créatures. Je fus très vite happé par le caractère excitant du jeu. Et je compris rapidement à quoi servait le café. À nous maintenir éveillés toute la nuit. Une fois absorbés, nous ne pouvions plus décrocher de cette passionnante distraction. Oubliez l'inconfort des chaises en plastique. Quand une action était en cours, l'affrontement avec un assaillant par exemple, il fallait aller au bout de la rencontre. Cela pouvait durer plus ou moins longtemps, les dés ordonnant la force de nos attaques. Parfois, notre arme pouvait se briser. Parfois, nous pouvions être blessés ou même mourir lorsque nos points de vie atteignaient 0. Nous nous guérissions alors avec des potions ou étions ressuscités par un sort, à condition que le mage l'eût réussi. J'avais réellement l'impression d'être dans la peau de cet elfe, de prendre et de rendre chaque coup, et d'être solidaire de ma troupe. Nos missions nous emmenaient à l'intérieur de villes dont nous reproduisions le plan pour nous orienter, afin d'éviter de tourner en rond et de découvrir les passages secrets. D'autres fois, nous violions l'antre de château, à la recherche de nouveaux indices nous rapprochant de la quête finale. Nous interrogions les voyageurs qui croisaient notre route et les habitants des bourgs dans lesquels nous pénétrions, interprétés temporairement par le maître de jeu. Il fallait pouvoir s'imaginer les scènes comme véridiques, agir comme dans la réalité, se nourrir, se reposer. Nous étions dans un autre monde
où notre seule préoccupation se résumait à rester en vie. Dans l'instant présent, il nous fallait ne pas nous endormir. Nous buvions café sur café, et quel café! Il était tellement fort que la petite cuillère se mettait au garde-à-vous dans la timbale en plastique. Un café qui tenait au corps. Pas un de ces jus de chaussettes immondes de nos voisins anglais. Nous fumions cigarette sur cigarette, dont la fumée enveloppait la salle d'un brouillard digne de ces forêts maléfiques que nous traversions dans nos parties et duquel jaillissaient des morts-vivants ou autres ennemis suspects qu'il nous fallait terrasser. Moi qui n'avais jamais bu de ce breuvage, moi qui n'avais fumé que parcimonieusement, moi qui n'avais plus ma mère pour me chaperonner, j'imitais mes camarades et m'abandonnais au plaisir de mon âge. J'appartenais désormais à un clan. Je n'étais plus ce garçon anormal, cet être différent, le bouc émissaire. J'avais laissé mon passé et sa malle de souffrance derrière moi. Je les embrochais durant les batailles que mes acolytes et moi engagions, mes souffrances prenant le visage de l'adversaire que je vainquais avec la sensation de me libérer un peu plus de mes fers. Et donc le personnage, dans cette cité universitaire, il va rencontrer une jeune fille dont il va tomber amoureux. Et puis, forcément, avec l'enfance qu'il a eue, ça va pas forcément bien se passer. Et donc on va, voilà. Après, comment va-t-il faire pour se sortir de cette relation et le cheminement qu'il va poursuivre pour essayer de comprendre tout son mal-être donc il va découvrir après tout ce que la psychologie, sophrologie, etc. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu présenter votre livre et puis aussi même de nous avoir fait découvrir les poèmes au départ. Qui datent. Oui, c'est ça. Qui date. Alors, moi j'ai commencé, je n'ai pas terminé le livre, mais c'est ce que j'ai remarqué. On sent qu'il y a beaucoup de poésie. À certains moments, c'est très visuel et il y a toujours des images très justes qui apparaissent au niveau de l'écriture. Et donc, maintenant, je comprends mieux. D'accord. Vous êtes arrivé à quel chapitre? Et bien justement, j'étais juste au début de l'amour. Donc c'est bon, le chapitre 17, vous l'aviez lu? Oui. Ouais, ok. Donc c'est pas loin après en fait. Voilà. Oui, il y a un passage aussi, parce que en fait, peut-être que dans les extraits que vous avez lus, ça ressort peut-être pas de façon systématique. Ce qui est appréciable dans le livre aussi, c'est de partir d'expressions qui vont lui être données et qui vont générer un trouble. Par exemple, quand il a son oncle, c'est son oncle ou son grand-père qui est décédé, oui, qu'il aime beaucoup, et sa mère lui dit, oui, on dirait, en fait, c'est comme s'il dormait. Et à partir de ce moment-là, le petit garçon ne peut plus s'endormir parce qu'en fait, il y a cette confusion qui va se créer entre ce sommeil, le fait quelle est la différence entre le sommeil, la mort, et comment justement toutes ces phrases anodines qui sont lancées et qui finalement vont générer un stress. Qui sont lancées en fait un peu de façon un peu spontanée pour rassurer l'enfant, et ça fait tout l'inverse en fait. C'est ce que je pensais. Je n'ai pas trouvé les mots, mais c'est ce que je pensais. Voilà. Oui. En fait, c'est tout ce que toutes les phrases sont. C'est faux. Tant qu'on dira les mensonges, ça ne marchera pas. Oui, c'est un peu toutes ces phrases toutes faites. C'est faux. C'est faux. Il ne dort pas. Il est mort. Et bon, les enfants, il faut leur dire, il est mort. Voilà. Oui, mais après, poser ces mots-là, pour certains adultes, c'est autre chose qui est... travailler ça à Mézières, et je pense que c'est très, très
très bien aussi. Voilà. C'est vraiment, tant qu'on continuera, et on a l'impression qu'on est toujours en 1950, et je trouve ça très dommage. C'est pour en fait, c'est ce que... Si on ne dit pas la vérité, ça ne peut pas fonctionner. En fait, c'est les adultes s'imaginent qu'un enfant va être traumatisé par il est mort, alors qu'en fait c'est l'inverse. Les enfants, ils sont traumatisés parce que de toute façon ils sentent, ils entendent, ils comprennent bien avant qu'on dise les choses. Et donc si on ne dit pas à les enfants, si on ne met pas des mots, juste bien entendu selon l'âge, etc. Et par exemple pour la mort, il y a certaines choses, il faut attendre que l'enfant vous en parle. Mais s'il n'y a pas ça, l'enfant il va se paniquer de plus en plus. Il va faire les interprétations. Et c'est toujours, finalement, c'est un peu étonnant parce que c'est quand même, c'est encore ça maintenant énormément. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi des erreurs de langage. C'est-à-dire qu'on a tendance à souvent utiliser soit des formules d'atténuation qui sont, on va dire, normales, usuelles. Et en fait, quand on les utilise avec un enfant, sur le moment, c'est pas qu'on ne veut pas dire la vérité. Pour nous, ça veut bien dire, par exemple, si on dit il est parti, ça veut dire qu'il est décédé. Oui. Sauf qu'un enfant, moi j'avais mon petit garçon qui avait 2 ans et son grand-père était à l'hôpital. Finalement, il est décédé à l'hôpital. Et moi, quand je lui ai dit ça y est, il est parti, tout de suite, il était heureux. Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'il a compris? Et il m'a dit, pour lui, il était sorti de l'hôpital. Et en fait, même en voulant dire Coucou. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense en plus par rapport à la mort, je pense qu'il ne faut pas hésiter, si on est trop dans l'émotion soi-même, parce que ça peut toucher peut-être après, je pense qu'il faut essayer d'attendre et de ne pas justement à ce moment-là parler à l'enfant et éventuellement de faire appel à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va être moins proche de la personne qui est morte, etc. Parce qu'il faut se préserver, enfin, il faut être capable aussi d'être sorti soit d'une certaine emprise émotive comme ça, pour pouvoir effectivement trouver le terme juste et puis entendre l'enfant. Des mots justes qui vont l'amener, qui vont le guider justement pour qu'il aille et puis l'entendre aussi. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur soi. Le travail que le personnage va faire dans la suite du... là, il n'y a que vous qui pouvez, puisque c'est vous qui l'avez écrit. Oui. Donc automatiquement, vous l'avez donc amené et guidé, en quelque sorte. Le personnage. Oui, le personnage. Oui. Et il est prévu une suite. Enfin, il est prévu maintenant, mais quand je l'ai écrit, c'était pas prévu. Mais comme j'ai fini de l'écrire en 2009, qu'il s'est passé plein de choses depuis, évidemment. Il a quel âge à la fin du livre? Presque 40 ans, d'accord. Voilà. Donc, la suite, ce sera sa découverte de la spiritualité New Age. Voilà. Tout un programme. Moi, quand j'ai commencé à le lire, je ne sais pas pourquoi je voulais que ça soit une... Enfin, comme ça peut se présenter comme un récit de vie aussi, ça pourrait se présenter comme un récit de vie, comme une autobiographie. Du coup, je voulais que ça soit une petite fille. Parce que je savais que c'était flotteur. Oui, c'est vrai. Et en fait, du coup, non, c'est un petit garçon. Oui. Ça ne m'intéressait pas d'écrire un témoignage. Oui, oui. Et je trouvais ça intéressant d'explorer qu'est-ce que ça fait d'être dans un corps d'homme au niveau de la sexualité et ce qu'un garçon peut entendre aussi. Donc il y a tout un mélange en fait de... De toute façon les personnages c'est souvent comme des puzzles en fait, des pièces. On rassemble des trucs qui peuvent coller ensemble. Et... Ouais. Non, un témoignage ça m'intéresse pas du tout. C'est pas... Vous écrivez encore de la poésie? Oui. Là, dans le collectif, j'ai écrit un poème sur le bonheur, un pamphlet. Là, je travaille sur
j'ai fini un recueil de haïkus. Donc, comme j'écris depuis pas mal de temps, en fait, j'ai des haïkus qui viennent et tout ça sur, sur mes tableaux. Donc, j'en ai écrit. Ça me vient d'un coup aussi, des fois. Oui. Sur des mots. Oui. Enfin, je sais pas, enfin, comme j'ai eu l'occasion de découvrir et d'en faire, quelquefois, même quand je lis un livre, s'il y en a, il y a des mots, il y a des phrases, il y a des. Et en fin de compte, il m'interpelle. Et là, je me dis, tiens. Celui-là, je pourrais le prendre et je pourrais en faire un ami. C'est ce que je me dis. Hein. J'ai fait une folie comme ça. Et donc j'ai rassemblé mes haïkus. J'en avais, je sais pas, enfin là il y en a 265 en fait dans le recueil. Et je les ai mis dans un ordre qui pourrait faire penser de la vie à la mort. Et j'ai fait des petites illustrations. Donc je sais pas, j'ai envoyé ça à mon éditrice et je sais pas si ce sera publié ou pas. Voilà. Et là, je travaille sur un recueil d'aphorismes. Voilà, donc il faut que j'organise le truc. Et puis j'aimerais l'illustrer aussi pour étoffer un peu. Enfin, j'aime bien associer différentes formes artistiques. Voilà, pour que ça soit un peu plus riche. Enfin, vous le faites en couleur, à l'encre? Alors, pour le recueil de haïkus, j'ai fait avec des crayons de couleur que j'ai mélangés avec de l'eau pour faire un effet aquarelle, parce que l'aquarelle c'est super difficile, donc je voulais une forme un peu plus facile. Et puis, vraiment faire les haïkus, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des petits poèmes qui sont. C'était utilisé par les voyageurs japonais, et donc c'était vraiment pour fixer. Ce qu'ils voyaient comme ça dans la nature, comme dans un carnet de voyage, quoi. Et donc c'est quand même assez rapide, c'est pas. Et il faut qu'il y ait dedans la notion de minuscule et de. Pas le microcosme, mais le macrocosme. Et ça après, avec le temps, c'est vrai qu'il n'y a plus forcément ces notions. Ça c'est vrai. Et puis c'était des phrases qui doivent faire 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, et puis. Voilà, après on a les haïkus libres, comme avant on avait la poésie classique avec tant de vers, et là ça s'est modernisé, puisque j'ai même participé à des collectifs de haïkus, on écrivait des haïkus sur l'informatique, le matériel, ça peut s'appliquer, ça s'est modernisé, on va dire, la forme. Donc là l'idée c'était de faire des petits dessins au crayon de papier, puis après mise en couleur, et puis il y a une touche avec un stylo plume noir, il y a un trait noir pour avoir un peu le côté japonisant, enfin je trouvais quoi. Donc, mais de rester dans quelque chose d'assez instinctif et pas trop travaillé, pour rester dans l'idée du haïku, enfin c'est intéressant. Ouais. C'est vrai. Parce qu'il y a l'idée du momentané, voilà, l'instant présent. Ouais. Donc après, si on fait un truc trop travaillé, ça colle pas, avec cette idée-là. Donc c'était. Quand il sera, j'espère qu'il pourra être publié, on est preneurs pour l'achat du livre. Je verrai, ça serait bien pour le printemps, parce que le printemps des poètes ou des choses comme ça, c'est voilà. Donc, j'ai quand même pas mal de projets, et puis on fait quand même on essaye de sortir une vidéo par mois avec mon conjoint, peinture, musique et tout ça. Donc voilà. C'est ce que j'expliquais, on fait une exposition de la vie de Pouligny-Saint-Pierre. Et tous les ans, on a commencé en 2021, on a fait une exposition à la Sainte-Mardelais. Et puis on a eu quand même, en une semaine, on a eu 30 visiteurs, et les gens étaient. Sur une semaine, c'était. Donc on va refaire tous les ans avec une nouvelle expo, voilà. Et c'est des expositions musicales, c'est-à-dire il y a des tableaux, puis on diffuse notre musique. Voilà. Donc voilà. On ira. Bah oui, c'est gratuit, et puis nous on est content d'avoir des gens qui discutent. Et vous, comment, du coup vous n'êtes pas rémunéré pour ça? Non. Parce que j'essaie de réfléchir. Pour que. C'est bien pour le public, mais c'est. Dès l'instant où ça sera. Après, les tableaux sont en vente. Ah oui, c'est ça. On vend des. Oui, voilà. Non, mais c'est parce que c'est important que si vous puissiez vous y retrouver, qu'il y ait des choses à vendre, soit ça peut être les livres, parce que déjà, pour une bibliothèque,
une chance d'avoir des personnes qui viennent faire des animations, des présentations bénévolement. Ouais. Et donc vous puissiez aussi en profiter, voilà, que ce soit le lieu aussi où vous pouvez exposer. Mais au début, on les vendait par les toiles. On devait toutes les garder et au final, il n'y a plus vraiment de place pour les mettre. Donc, après, si un jour vous voulez venir faire ici, vous avez vu au niveau de l'exposition. J'ai pas regardé la salle d'animation. Oui, puis même là, on peut exposer tout ici. Mais par contre, il faudrait nous le dire assez vite parce que là, on va jusqu'en septembre 2024. Ok. Ouais. Donc. Pourquoi pas? Ouais. Moi, je sais aussi que je me débarrasse des vieilles choses que j'ai fait avant de connaître monsieur, qui étaient des pastels, étant de la Brenne, fleurs, des choses, on va dire, figuratives, concrètes, et puis que maintenant je fais plus de l'abstrait. Voilà. Je reviendrai sans doute à refaire des fleurs, des paysages, enfin. Après, c'est pas de l'abstrait total et pur, parce que il peut y avoir des fleurs ou des choses comme ça, mais je suis pas. Enfin, on n'est pas restreint dans notre manière de créer. On a fait de l'acoustique. Les 2 premières séries, c'était de l'acoustique avec des vrais instruments qu'on jouait nous-mêmes. Mais on est incapable, en fait, on n'est pas musicien, on est incapable de faire un spectacle là, pendant 1 heure. On va faire tut, et puis voilà. Quoi. Après, si, on aimerait bien, mais bon. Oui, mais pour l'instant, on n'est pas capable. Quoi, voilà. Mais ça va venir. Peut-être. Mais je ne sais même pas si c'est l'objectif. Je veux dire, si un jour on est capable. Après, on peut faire en improvisation, parce qu'on fait souvent des impros à 2 comme ça, puis on enregistre et on se dit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé. Comme on s'est connus à distance, on ne se voyait pas, c'était par caméra interposée. Et c'est ce que je lui ai lancé l'idée. J'ai dit, écoute, moi je fais un dessin, toi tu fais une musique, on se donne une demi-heure, on rassemble le truc, on appelait ça les cool live. Voilà. Et donc on rassemblait les 2 trucs et on voyait plein de similitudes, ça collait quoi. Donc, et je ne savais pas ce qu'il faisait et il ne savait pas ce que je faisais. Donc c'est comme ça qu'on a. C'était un peu pour. Parce que je suis plus âgée, alors j'avais un peu dans mon parcours, je m'étais un peu, décomplexée de la page blanche. J'étais un peu dans ce truc, faut pas rester bloqué. Si on n'a pas d'idée, faut s'y mettre et puis on s'en fout du résultat, c'est le truc de le faire. Quoi. Et après, c'est pas bien on jette, c'est bien on garde. Voilà aussi. Il n'y a pas d'objectif précis en fait, c'est juste pour dire. Et ça, c'était pour l'aider en fait à se décomplexer par rapport à ça. Et au final, on a fait des trucs chouettes. Quoi. Oui, mais bon, on a arrêté de faire ça et on fait des trucs plus structurés. Quoi. Enfin, même si des fois ça part un peu dans tous les sens, on fait au final des accords, des mélodies, des trucs assez classiques, mais bon, peut-être qui n'ont jamais été entendus. Et là, on fait plus musique dansante, électro. On dirait ça. Oui, enfin, on se limite pas. Et c'est vrai qu'au niveau des paroles, moi j'ai des chansons sur ma chaîne YouTube, c'est des vraies chansons. C'est couplet, refrain, super travaillé au niveau des rimes et tout. Et ce que je fais avec monsieur, c'est pas forcément moi qui fais les paroles, c'est des trucs assez répétitifs. Mais au final, alors moi ça me fait bizarre parce que j'avais tendance à super travailler mes trucs et tout. D'être dans des chansons à texte. Et là, on a fait. On habitait à Vendeuvre avant. Et moi, je suis originaire de Vendeuvre. Et donc, il y a une chorale à l'église de Vendeuvre. Et ils avaient fait une chanson de Vivaldi. Et ils expliquaient que Vivaldi, à la base, il aurait dû être prêtre, avant de faire de la musique. Et donc, le Gloria de Vivaldi, en fait, il dit Gloria tout le long de la chanson. Quasiment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il joue sur les syllabes de Gloria ou Gloria ou Gloria. Et c'est un peu dans ce. Enfin, quand on a découvert ça, on faisait ça, nous, avant de savoir que Vivaldi faisait ça. Donc on a dit, en fait, c'est pas. Ça va, on n'est pas trop à côté de la plaque, en fait, de faire des choses comme ça. C'est pas très travaillé, mais en fait. Vous avez fait à la fois comme du spontané. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être encore plus visible avec
la dernière musique qu'on a faite, qu'on n'a pas encore publiée, mais où justement on répète. Douillou. Oui, il y a juste un synthé, et on répète comme ça inlassablement. Bon, après ça évolue, mais je veux dire, on aime bien ce côté répétitif qui donne une sorte de transe, quoi. Enfin, Oui, c'est scandé. un peu comme un refrain gospel, quoi. On aime bien ce côté-là, ce côté... Et après, comme ça va permettre de moduler au niveau des instruments. Comme ça, monsieur, il rajoute une nappe électronique avec un synthé ou de la basse. Et comme ça, en fait, chaque partie est différente et ça évolue. Alors des fois, on part sur un truc et pouf, à la fin, on est complètement à un autre truc. Et quand on suit le truc, c'est pas dérangeant, en fait. C'est comme si, avec un morceau, tout ce qu'on peut faire. Ça apporte du plus et de la couleur peut-être même dedans. Oui. Dans le mouvement. C'est répétitif, mais c'est jamais la même chose en fait. Donc, mais ça part un peu dans tous les sens, tout en étant à la fois cadré quand même. Et c'est comme si, à partir d'un truc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc, tout ce qui est possible en fait. C'est un peu ça. Parce que dans un même morceau, on a un côté un peu électro, un côté un peu zouk, un côté un peu... Donc, je te demande si je dis pas de bêtises. Enfin, zouk, je sais pas. C'est un peu créole, quoi. Si, c'est un peu... bon. Et là, on a fait un truc, on a fait dans le même morceau du binaire et du ternaire. Non, ça c'est dans l'autre, celui d'avant. Dans le tabos. Oui. Ah non, moi je mémorise pas ce que je fais. Allez. Donc, on s'amuse bien. C'est le principal. Voilà. Et puis on aime bien partager, rencontrer des gens et voilà. Et puis rencontrer d'autres artistes aussi quand on va. Voilà, j'ai fait le salon du livre de Châteauroux, c'était mon premier salon du livre et j'ai adoré, quoi. On est accueillis comme des rois, qu'on soit connus ou pas connus, c'est vraiment top. Hein. Les gens sont vraiment, enfin les jeunes là, qui s'occupent des auteurs. C'est ce qu'on dit. Ouais. Donc il est prévu que j'y retourne, même si je n'ai pas d'autres livres à proposer, c'est pas, voilà, juste le plaisir d'échanger. Oui, d'échanger. Ouais, parce qu'on parle avec d'autres auteurs. Donc, j'aurais dû participer j'avais commencé c'est là j'ai rencontré là pour la nouvelle George Sand. Oui. J'ai rencontré, évidemment, ils viennent nous solliciter, puis en plus, je connaissais pas cette association où il faut écrire une nouvelle, en fait, c'est les femmes, en fait, voilà, il y a différentes catégories. Puis j'avais commencé à écrire un truc, et puis j'ai pas, enfin, voilà, on peut pas écrire pour un concours comme ça, avec autant de participants, on peut pas pondre un truc comme ça en un mois, enfin, voilà, moi ce truc-là, je l'ai lu une centaine de fois, ça se travaille, ça se retravaille, ça se relit, chaque virgule, voilà, quoi. Donc j'ai même pas tenté le coup parce que je savais très bien que c'était pas. Je verrai déjà l'année prochaine, je sais qu'ils sortent ça au mois de mars ou je sais pas. Je sais plus, c'est annoncé, mais ça dure pas très longtemps en fait. Oui. Ouais. Après c'est une nouvelle qu'il faut écrire, donc on va pas sur du long format, mais la nouvelle c'est très dur à écrire des nouvelles, c'est le plus difficile. C'est ce qui est considéré en littérature comme le plus difficile, la nouvelle. Tout comme l'aquarelle, c'est le plus difficile en art, au niveau de la peinture, quoi. Ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Présenté comme plus difficile. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Oui, on a découvert. Voilà. Si vous avez des questions. En tout cas, c'est plaisant de vous entendre lire. Merci. Vous avez une voix qui passe très bien. D'accord. Ouais, enfin, pour moi, je trouve, elle est est plaisante. Elle est douce, elle coule. Merci. Bon, il y a eu un peu de bruit tout à l'heure, mais en même temps, quand j'allais dehors, elle faisait pas de bruit, mais ça résonne en fait.
Oui, c'est là où on voit qu'au niveau insonorisation, c'est pas extraordinaire, quoi, parce qu'en fait, elle chuchotait et... Ça m'a pas gêné. Non, ça va. Non. J'étais dans mon truc. Tant mieux, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que dans la bulle, ça résonne. Oui, ça résonne, ça a d'autres endroits dans les milieux, ça qu'on me fait n'entend pas. poser quelque chose sur la Mais table. dans la bulle, on entend. Ah oui, c'est vraiment. tout est un peu amplifié, alors qu'au départ, Il y a c'est des vraiment pas grand-chose, quoi. Il y a des ouvertures de ce côté, mais ça résonne beaucoup. Et puis là, le 25, je serai à Cultura toute l'après-midi à Châteauroux. Et puis le 9 décembre, je serai à la médiathèque du Blanc. Vous allez représenter ce que... Oui. D'accord. Ouais. Alors évidemment, s'il y a des enfants dans les parages, je ne lis pas le chapitre sur le Père Noël. Oui, bah bien sûr. Oui, On peut pas, juste une petite partie où tout est beau, tout brille et que le Père Noël ait des cadeaux, qu'on retrouve le lendemain matin au réveil, comme ça oui. Vous gardez, après on passe à autre chose. Ouais. Bah oui, là dans l'année, j'en ai fait quand même, j'en aurais fait 16 au total, des dédicaces. Là, je me suis pas mal baladée. Ah oui. Si vous venez plus l'Indre-et-Loire, non, que l'Indre. J'ai fait Chasseneuil-du-Poitou, Oui. parce que Pouligny, on est à côté, hein. Enfin, on a 1 heure. Oui, c'est tout à côté. Voilà. Donc, Et Châtellerault, non? Ah bah Châtellerault, ils n'ont pas été preneurs. J'ai la médiathèque. Ah bon? Ouais. Des fois. Et alors après, dans ma communication, je me suis occupée de tout et j'ai fait l'erreur de dire vous faites des dédicaces. Bah oui, je précise pas lecture, dédicace. Donc des fois, il a fallu que je rappelle pour dire ah mais je peux faire des lectures aussi. Et voilà, mais. C'est étonnant que ça ne les intéressait pas. Mais après, ils voient par rapport à la thématique peut-être du livre, ou je sais pas, voilà. Donc, j'ai fait des maisons de la presse. J'ai fait Argenton-sur-Creuse, Busancais, Tournon-Saint-Martin. Donc voilà. La médiathèque, j'ai fait Martizet. Moi, j'aime bien les médiathèques, c'est cool. Non, c'est vrai. Bah oui, puis pour nous, enfin, je sais pas, ça paraît une évidence de faire venir des auteurs. Bah oui, il y a des livres, donc ça tombe bien. C'est une chance d'avoir des auteurs qui puissent venir. Donc, Mais après, moi, je trouve ça normal qu'on fasse ça gratuitement parce que c'est difficile de trouver des lieux. Et puis, voilà, j'avais contacté la médiathèque de Trissac et ils m'ont dit ouais, ça nous embête de vous faire déplacer pour 3-4 personnes. Ah bah mais j'ai l'habitude en fait, je tourne autour de... C'est mon quota on va dire, et moi ça me dérange pas. Je le fais avec plaisir, donc de toute façon je vois pas comment on peut faire autrement. Enfin je veux dire, je suis pas connue, je vais me faire payer. Les gens ils vont pas se déplacer, puis c'est pas mon objectif en fait. Donc je vais pas dire que j'ai pas besoin d'argent, mais je veux dire que c'est pas mon objectif premier en fait. Donc on sait bien que l'art... si vous faites ça pour l'argent, ça risque de pas passer quoi. Enfin, surtout qu'après, voilà. Moi je fais ça depuis très longtemps en fait, donc je vois pas ce que je pourrais faire d'autre presque quoi. Donc, nous on considère que l'argent c'est un peu un frein pour un artiste. Au final, les gens sont obligés de payer, du coup, nous on a moins de visibilité. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on peut faire gratuit. Il y a des chaînes YouTube, on a une chaîne YouTube ensemble qui s'appelle Gossam Peinture Musique, et puis moi j'ai ma chaîne du côté de chez Sam. Et voilà, on n'a pas beaucoup de vues, une cinquantaine, on n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais bon, voilà quoi, ça tourne un peu comme ça. Et... Enfin, on va pas s'arrêter pour ça quoi, on va pas dire oh là là. Après, on fait pas de promotion non plus quoi. Pas trop. Au contraire, on préfère. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on n'a pas le temps à ça. J'ai contacté la Nouvelle République, j'ai eu 2 articles. Il y avait un premier article de Martine Tissier qui était plus sur mon parcours personnel. Et puis Monsieur Bonin qui a fait un article qui était plus sur le roman. Voilà. Donc après c'est vrai que ce roman il peut être présenté d'une façon
je veux dire, aspect psychologique. Mais mon éditrice, qui est prof de philo, elle a écrit un article. Je dis, ah bon, ça parle de ça, mon roman? J'étais très étonnée. Mais c'est vrai, l'identité, la vérité, tout ça, plus des notions en fait, philosophiques. Donc, c'est vrai que ça peut parler à beaucoup de gens, quoi. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait cette présentation. Et, Merci. voilà, je sais que s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a des dédicaces. Il y a des dédicaces qui sont possibles. Voilà, donc